Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Ariel Siboni, bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J. Merci à vous. Oui, alors Ariel, vous êtes avec nous. J'avais eu l'immense plaisir de vous recevoir pour votre livre Corps à corps paru aux éditions Michalon. Vous vivez à Tel Aviv, vous êtes de passage à Paris et c'est pour cela que j'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous, vivant à Tel Aviv, vous venez de vivre comme tous les Israéliens des moments terrible avec cette guerre qui a explosé, je peux même pas dire éclaté le 7 octobre, hein. Ça a été très violent, ça a été une explosion pour tout le monde. Et pendant toute cette période, on a communiqué toutes les deux parce qu'évidemment, je voulais de vos nouvelles. Et j'ai pensé que ce serait très intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs que vous nous parliez un petit peu de votre quotidien parce que vous êtes quelqu'un qui vous militez, vous vous engagez, vous n'êtes pas passive et au contraire, vous m'avez raconté un peu tout ce que vous avez fait à Tel Aviv et ailleurs aussi certainement, vous allez nous raconter pendant toute cette période. Vous m'avez parlé d'une grande solidarité en Israël. De quoi s'agit-il ? C'était complètement, vous l'avez dit, c'était un éclatement, c'est-à-dire que soudain ça nous est tombé dessus et en fait on n'a pas réalisé, on est tout de suite instinctivement, on s'est tout de suite rassemblés, c'est-à-dire que dès le lendemain, on a commencé à s'organiser parce qu'il y a eu plus de 300 000 réservistes appelés, les écoles ont fermé, les femmes travaillaient, il y avait un réel besoin de tout, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les soldats, pour les familles des otages. Et c'est vraiment comme un instinct de survie. On a tous mis nos vies entre parenthèses. Moi, j'avais une expo le lendemain. On a tout annulé et on s'est mis Alors, votre expo, rappelez-nous, elle est reportée. Oui. Ça fait partie de vos projets. C'était sur quoi ? C'était une expo de peinture qui devait avoir lieu. Vous êtes écrivaine, mais vous êtes aussi peintre. Qui devait avoir lieu à l'Institut français. Donc, c'était vraiment... C'était un peu l'événement, mais on avait tous, en fait, plein d'événements à ce moment-là. Et on n'a même pas... Je me rappelle, on n'en a pas parlé pendant des semaines. On était complètement dans l'effort de guerre. Et c'est drôle parce que on s'est dit qu'il y avait... Enfin, c'est drôle. C'était très fort de se dire qu'on avait chacun un rôle. Voilà, les cuisines se sont organisées. Les restaurants ont évidemment fermé pendant des semaines et des semaines pour les soldats dans le nord, dans le nord aussi, à Gaza, vraiment dans les villes kibbutz. déshéritées, bombardées. Et on savait exactement où... C'était vraiment... On savait quelle commande allait où et on se mettait à écrire des mots pour les soldats ou pour les familles. Alors vous avez fait des repas et vous leur envoyez les repas avec des petits mots de soutien, de solidarité, c'est incroyable. Non, mais ce qui était fou aussi, c'est que personne ne cuisine je sais pas, je me suis retrouvée avec des acteurs, surtout les artistes, parce que après la vie a repris, donc du coup, et on s'est retrouvés avec les chanteurs, les acteurs où tous les films, tout est mis en pause. Alors, vous m'avez parlé aussi, mais je me souviens plus exactement du nom, d'une émission de cuisine. Ah oui, Top Chef. Ouais, voilà, c'est le Top Chef israélien et vous avez cuisiné avec eux dans leur cuisine pour l'armée, pour les soldats, pour soutenir en fait. Complètement, c'était, comme tout était à l'arrêt, je veux dire, il y avait plus d'émissions, il y avait plus de séries, du coup, il y avait un espèce de mobilisation générale, mais partout en termes de dons de vêtements, en termes de tous les plus gros cafés, tous les grands chefs, Eyal Shani, Asaf Granit, ils ont ouvert leur restaurant pour justement nourrir nos soldats. Bien sûr, et puis les familles. Les familles déshéritées ou pas. Des otages, oui. Et après, évidemment, il y avait des organisations. Moi, je sais que j'ai fait une journée avec les enfants dans les hôtels. Les hôtels aussi étaient privatisés, mais de A à Z. Avec les familles qui n'avaient plus leur logement. Tout mon immeuble était rempli de réfugiés du Sud qui recevaient parce que mon immeuble a beaucoup de Airbnb, il y avait évidemment plus de touristes. Du coup, j'étais
complètement entourée de gens qui avaient été rapatriés à Tel Aviv. Et donc, coup, vous êtes occupée aussi des enfants. oui, mais un jour, parce que ça me bouleversait, ça me bouleversait trop. Bien C'est-à-dire sûr. que j'ai été avec des enfants qui ont une conscience telle du danger, de la mort. C'est-à-dire que moi, instinctivement, un jour, il y a eu une azaka, une alerte. Et moi, instinctivement, en tant qu'adulte, je me dis, je vais dire que c'est comme un jeu, tout va bien, tout ira. Ouais. Et le petit avait 7 ans, il m'a dit, mais non, c'est pas un jeu, on veut vraiment nous tuer à 7 ans. Oui. C'est-à-dire que j'en ai eu les larmes aux yeux et je me suis dit, je pense que je suis pas capable de ça. Et les enfants à 7 ans, ils sont déjà moins voilà. des enfants. Et c'était un enfant en plus qui venait du sud. Oui. Donc il avait compris. Oui. Et il m'a dit qu'il avait déjà été à des enterrements et que ça faisait partie. Et il était complètement conscient. Et moi, j'étais là avec mes grands mots de tout va bien. Mais non, Ouais. tout va pas bien. Et il n'attendait qu'une chose, c'est d'être assez grand pour se battre. Sans je veux dire, c'est une autre enfance que je Oui. ne peux pas comprendre. Et que du coup, je me suis dit, reste Faut en faire- cuisine, Oui. fais ce que... Et puis, il y a un côté vraiment aussi très mécanique où on ne veut pas penser. Les premières semaines, on ne voulait pas penser. Oui, on était dans l'action, en fait. Dans l'action et surtout Oui. vraiment. Et c'est ce qu'on se dit, on dit c'est dingue, c'était presque agréable de dire qu'on faisait de la cuisine, on pensait à rien d'autre qu'à couper les tomates, les trucs Oui. et envoyer Et faire de des l'amour. bonnes choses. Et dès que les soldats ouais. arrivaient, c'était un peu nos héros, on leur envoyait, Oui. on leur envoyait plein de mots d'amour, de trucs. C'était vraiment une phase de solidarité pure, vraiment Oui. pas calculée. Mais la solidarité, elle continue, en fait, même si la vie reprend un peu. Oui. On sait que les régions centres d'Israël et Tel Aviv continuent à recevoir des missiles. Alors, heureusement, il y a le dôme de fer, mais les morceaux, quand ça explose, tombent quand même. Mais Il faut faire attention. Et donc, la solidarité continue. Les maisons continuent à être détruites. Les gens sont toujours dans les hôtels. On ne se rend pas compte, Ah oui, mais ça complètement. continue. Mais la solidarité, elle est tellement à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que moi, j'habite seule là-bas. Je me faisais inviter il n'y avait pas un jour où je recevais pas un message. Ariel, tu ne dors pas seule, tu viens chez moi. Tout le monde vérifiait si tout le monde avait un mamad. C'est Mais oui, les abris à la maison. Tout le temps, quand je postais pas trop, quand j'écrivais pas trop, Ariel, est-ce que tu vas bien? Il y avait une espèce de focus sur les gens qui avaient pas leur famille. Je dormais chez X, Y, Z régulièrement pour ne pas être seule. On envoyait notre géolocalisation parce qu'au début, on pensait vraiment qu'il y avait le Hamas. À partir du moment où le Hamas était dans le territoire, on se disait pourquoi pas Tel Aviv. Au début, Pas on pensait que... Mais on le pensait, bien d'ailleurs, sûr. moi, on pense qu'il a réussi à atteindre des villes. Du coup, on s'envoyait des messages, oui. Et si j'écrivais pas que j'étais arrivée à bon port, il y avait une inquiétude générale. C'est-à-dire qu'on est devenu une grande famille, peu importe les dissensions. Et d'ailleurs, je te racontais que j'étais un jour sur Rothschild et puis c'était vraiment sur Rothschild, sur le boulevard j'étais le 8-9. Rothschild à Tel Aviv. 8-9, vraiment juste après, où on était encore tous collés à nos téléphones. Et je me rappelle m'être effondrée. J'étais seule sur le banc, vraiment en larmes. Et il y avait un couple en face qui me regardait et je lève les yeux et il me dit « Ça va ?» Je dis « Non, ça va pas. » Elle me dit « Tu veux un câlin ?» Et on s'est fait un câlin et c'était vraiment l'ambiance générale dans la rue. On se faisait tous, on se fait encore se disait des bonjour, sourires. voilà. Vraiment, on se tape sur l'épaule, on ne se connaît pas. Il y a une espèce de prise de conscience générale et aussi avec les otages. C'est-à-dire que là, je vois la différence à quel point, évidemment, c'est pas on est en pas France, les nôtres. oui. Mais dans la communauté, on est sur la même longueur d'onde qu'Israël. Mais quand on a ces moments, ces pics de joie où justement la vie doit reprendre et on doit vivre pour eux, on a toujours ce petit rappel. Je te racontais que on était au café et on riait, et on était bien, on commençait un peu à oublier le temps d'un instant. Et on se prend un café et là on voit toutes les briques de lait avec les photos de nos otages et là qui nous regardent et là voilà. On se recueille, c'est-à-dire qu'on passe du rire aux larmes. Comme alors Ariel Sibouni, donc bon, puisqu'on se dit on se dit tu. Donc quand on a préparé l'émission, tu as eu une très très jolie expression en me disant malgré tout ce que tu viens de nous raconter, on fait quand même la fête à Tel Aviv, mais une fête en demi-teinte. Ouais. J'aime beaucoup l'expression. De quoi s'agit-il ? Justement, de ça, de cette espèce de... vraiment, les premières semaines, on ne voulait pas. C'est-à-dire qu'on se faisait presque... on ne voulait pas rire, on ne regardait que les infos, on ne parlait que de ça. Tous les restaurants
était fermée et il y avait que des bougies partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recueillement général, des photos des soldats morts, des otages partout. Et petit à petit, on s'est dit non, on doit reprendre. C'est la vie avant tout. Mais pas trop. C'est-à-dire que voilà, on veut toujours ne pas oublier, on en parle dès qu'on est trop joyeux, on reparle de il y a des enfants qui, eux, ne sont pas avec leurs parents. On a allumé la bougie de Hanouka, toujours avec une pensée pour les familles qui sont encore séparées. On est comme ils sont partout, mais vraiment, il faut voir la ville. Il n'y a que ça, il n'y a plus de murs, en fait. Il n'y a que nos otages et nos soldats et cette guerre. C'est-à-dire qu'on veut vivre parce qu'on est un peuple de vie, mais pas... mais pas comme à fin, oui. et ne pas les oublier et être avec eux. Alors, je pense que quand la guerre va être finie, on espère, amen, le plus tôt possible, et que les touristes vont recommencer à partir en Israël, on va pas retrouver le pays comme on l'a laissé. Ça, c'est... Est-ce que j'ai raison? Ouais, et c'est quelque chose que tu sens dans l'énergie qui est tellement... précieuse et tellement unique à Tel Aviv, surtout moi j'habite à Tel Aviv et il y a tellement une joie, beaucoup de monde et là vraiment, c'est-à-dire qu'avoir vu, c'était vraiment comme le Covid, tu sais, où tout était vide, il y avait plein de supermarchés qui avaient fermé, les boutiques étaient évidemment fermées, il y avait aussi des pénuries parce qu'à un moment on nous avait dit faire des stocks tout en nous disant que tout irait bien. Enfin, tu sais, il y avait aussi un manque de confiance avec notre gouvernement. Bien sûr, non, tout va bien, mais bon, faites quand même des stocks. Évidemment, je sors et là, je vois plus rien sur les étalages. Il y avait vraiment quelque chose de... En fait, on est vulnérable aujourd'hui, alors qu'avant, c'était... On était fort. On était fort. Mais on l'est toujours, mais d'une façon différente. J'aimerais, Ariel Sibony, qu'on parle de tes projets. Donc, il y a l'expo de peinture qui a été reportée à l'Institut français, c'est ça? Ouais, et c'est sur le langage, puisque justement, je suis artiste et écrivaine, et c'est entre... moi qui suis française, israélienne, qui ai vécu dans un village arabe pendant 1 an et qui jongle avec... Quel village? Bak el-Rabia. D'accord. Près de Afula, Oum El-Fahem. D'accord. Et c'était pendant une année de césure. Et du coup, c'est une expo sur le langage et le sens et le dé-sens, puisque quand j'écris, je mets du sens dans les mots et quand je peins, j'enlève le sens et ça devient des formes ou justement un peu plus libres d'interprétation. Alors, on espère l'expo en février? Même plus après, justement, parce qu'on a cette volonté de plus être dans la joie, d'accord. Trop... Moi, en tous les cas, elle aura lieu, tu nous tiendras au courant, je me ferai un plaisir de l'annoncer. Je sais qu'il y a aussi un nouveau roman qui arrive en courant. Qui arrive mais pas encore. Et sur l'identité. Sur l'identité. Et c'était pas fait exprès, c'était complètement... Mais ça arrive, comme quoi tout arrive. Tout arrive et tout va arriver. Et Ariel Sibony, merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous sur Radio J et quand tu le souhaites dans le studio. Merci, au revoir et bon séjour à Paris en attendant de rentrer à Tel Aviv. Au revoir, merci.